on ne peut pas oublier Haïti parce qu'on se déplace avec Haïti. Moi, dès que j'ouvre la bouche, on sait que je viens d'Haïti. Et puis j'ai des références haïtiennes, toutes mes références en fait, pratiquement toutes mes références sont haïtiennes. Et je me souviens toujours en fait quelque chose qui caractérise toute cette enfance que j'ai passée dans ce coin de l'Artibonite. Les gens étaient un petit peu subjugués, comme ils savaient ni lire ni écrire, de voir un tout petit enfant qui savait des choses, qui récitait des poèmes, des choses. Et alors on me donnait 10 centimes pour réciter le « Je vous salue ». On me donnait 15 centimes pour le Notre Père. Et c'est ensuite, je vais aller chez Franck Etienne au Bel-Air. Et c'est là où je vais aller rencontrer ce monument. Bon, on avait tous peur de Franck, hein. Tous les élèves, on avait très très peur, on le craignait beaucoup. Gerda Cadostin, vous êtes écrivaine, haïtienne, donc vous avez accepté aujourd'hui de cet entretien avec nous, non seulement pour parler de votre parcours, et aussi pour évoquer, on va dire, un grand ami à vous, qui est Franck Etienne, qui vient de nous quitter et récemment. Avant vraiment d'aborder cette question, c'est-à-dire votre rapport avec Franck Etienne, alors on va d'abord s'attarder un petit peu sur votre parcours, parce que vous êtes quelqu'un quand même qui a un parcours assez atypique. Vous êtes né dans un petit village très peu connu en Haïti qui s'appelle Guéro, etc. Après, vous avez immigré à Port-au-Prince, puis à Paris, etc. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre enfance et de ce village aussi? Alors, je suis née à Guéro. Guéro, c'est un tout petit village, environ 3-4 km de la petite rivière de l'Artibonite. Et ben, je suis née au milieu de paysans. Ce sont des gens qui avaient ce qu'on appelle des lopen terre, c'est-à-dire pas grands espaces cultivables, mais voilà, ils se contentaient de ça. Et puis je suis née aussi dans ce milieu où les gens ne savaient ni lire ni écrire, mais ils avaient une grande force, beaucoup d'affection. C'est aussi, je suis née dans ce coin où la pratique du vaudou, c'est quelque chose de quotidien. C'est-à-dire, on se lève le matin, enfin, les personnes plus âgées, moi j'étais très petite, et on voyait tous ces gestes pour remercier d'être là, d'avoir vu le jour, etc. Il fallait remercier parce qu'il y avait aussi enfin, beaucoup de malheurs, c'est-à-dire beaucoup de morts. Hein. Les gens mouraient parce qu'il n'y avait pas de médecin, etc. En tout cas, moi, ce que j'ai gardé de ces moments-là, de cette enfance, puis ensuite, je suis allée à la petite rivière de l'Artibonite où j'étais scolarisée en maternelle, primaire, chez les religieuses de la petite rivière de l'Artibonite, Notre-Dame de Fatima. Et là, j'ai commencé à apprendre la langue française puisque dans mon village et dans la petite rivière de l'Artibonite, autour de moi, enfin, tout le monde parle créole, c'est la langue du pays. Et j'ai commencé à apprendre le français dans cette école. Et petit à petit, je me suis familiarisée avec cette langue, cette grammaire. Bon, ça met son temps puisqu'on passe beaucoup de temps à l'école primaire, ça dure plusieurs années, etc. Donc vous avez à peu près quel âge à cette époque-là? Quand je suis rentrée chez les sœurs, je pense que je devais avoir environ, je pense plutôt 7 ans, parce que je savais lire et écrire avant, mais les sœurs ne voulaient pas m'accepter plus tôt, parce que je savais tout, mais je n'arrivais juste pas à dire « elle ». Je ne disais que « hey ». Et juste à cause de ça, on m'a fait attendre l'année suivante. Enfin, c'est pas très drôle. Wow. Alors, pour qu'on puisse comprendre, est-ce que vous pouvez nous situer Guéro, le village de Guéro? Alors, Guéro, par rapport à la petite rivière de l'Artibonite, parce qu'en fait, c'est ça, il y a tout un tas de villages qui gravitent autour de Petite Rivière de l'Artibonite. Petite Rivière de l'Artibonite, c'est le bourg, même si aujourd'hui on dit une ville. À l'époque, on disait bourg, Nambouk, enfin dans le bourg. Et oui, c'est ça, c'est à, je pense, environ 3-4 km de Petite Rivière. Et c'est vrai que Guéro, en fait, c'est vraiment ce lieu où
de mémoire, ben, il y a un petit ruisseau, quelques maisons, une rue, et quelques maisons enfin, qui sont situées dans ce qu'on appelle des lacous, c'est-à-dire ce sont des grandes propriétés, enfin, des grands espaces de terre, de terrain, et sur lesquels sont construites des maisons de la famille. Donc il y a la cour Cadostin, la cour Sidieu, la cour, etc. Guéraud, c'est ça, et des arbres, des arbres fruitiers, quelques tantes, des oncles. Voilà, pour moi, c'est ça un peu Guéraud. Mais est-ce que ça existe encore? Oui, bien sûr. Vous y êtes retourné depuis? La dernière fois, il y a une dizaine d'années. Oui. Je ne peux pas aller en Haïti sans aller à Guéraud. Ça n'a aucun sens pour moi. Et donc, Guéraud, j'y suis très attachée. Même si pratiquement tous les gens que j'ai connus dans mon enfance sont décédés. Mais c'est un lieu où je me revivifie, je reprends des forces, je respire mes ancêtres. Et c'est un lieu... C'est comme si quand je rentre dans Guéraud, il y a quelque chose qui rentre sur moi et tout mon être se met à tressaillir. Donc Guéraud, c'est... Donc effectivement, une fois que vous êtes parti de ce petit village, vous allez à l'école à Petite-Rivière de l'Artibonite, et vous avez fait votre scolarité, et puis après, c'est Port-au-Prince. Comment ça s'est passé? J'ai fait ma scolarité, et je me souviens toujours, en fait, quelque chose qui caractérise toute cette enfance que j'ai passée dans ce coin de l'Artibonite. Les gens disaient toujours de moi, ah, cet enfant ira loin. Ça, c'est quelque chose que j'ai toujours entendu. Ah, petite, ça a privé loin, oui. C'est ça, j'ai toujours entendu ça, cet enfant ira loin, enfin, aussi peu. Parce que je pense aussi, les gens étaient un petit peu subjugués, comme ils savaient ni lire ni écrire, de voir un tout petit enfant qui savait des choses, qui récitait des poèmes, des choses. Et alors, on me donnait 10 centimes pour réciter le « Je vous salue ». On me donnait 15 centimes pour le Notre Père. Enfin, voilà, ils faisaient leur petit commerce avec les prières. Et donc, on m'a toujours mis sur un piédestal. Enfin, voilà, on m'a toujours regardé d'une certaine façon, mais je crois que ça vient surtout... Enfin, bon, dans mon village, ça vient surtout qu'on m'a donné le prénom d'une aïeule. Et alors, j'étais bébé et tout le monde m'appelait grand-mère. Parce que ces dames qui avaient à l'époque, je ne sais pas moi, 40, 50, 60 ans, c'était leur grand-mère. Ce nom que je portais, enfin ce prénom, c'était le prénom de leur aïeule. Donc c'est Gertrude en fait. Et donc ben, dans mon village, tout le monde m'appelle Gertrude. Et du coup, ben, j'étais pas née, enfin si à peine née, tout le monde m'appelait grand-mère, vous voyez, parce que... Et donc une grand-mère, on la respecte, on l'aime. Et ben voilà, j'ai hérité de tout l'amour de la vieille Gertrude. Alors à Port-au-Prince, bon, ça allait changer beaucoup de choses parce que ben, j'arrivais dans une maison nouvelle, hein, c'était chez mon père, chez ma belle-mère, avec quelques frères et sœurs qui étaient encore là. Et donc, à partir de ce moment-là, l'école, c'était... c'était quoi à l'école? Parce que vous nous avez parlé pour préparer cet entretien. Effectivement, vous avez été au Bel-Air. Et que là, oui, vous allez faire une rencontre qui va vous marquer pour votre vie. Alors, vous pouvez nous raconter ça. En fait. Alors, en fait, quand je suis arrivée à Port-au-Prince, bon, d'abord, j'étais scolarisée chez les Salésiennes à Pétionville, les sœurs salésiennes. Et je crois que j'ai dû quitter en classe de 3e ou 4e. Et c'est ensuite, je vais aller chez Franck Étienne au Bel-Air. Et c'est là où je vais aller rencontrer ce monument. Bon, on avait tous peur de Franck, hein. Tous les élèves, on avait très très peur, on le craignait beaucoup. Et d'ailleurs, je me souviens une fois, on était tous à la fenêtre parce que bien sûr, Franck n'était pas dans la classe, donc on ne s'attendait pas à ce qu'il arrive derrière nous pour nous surprendre. Et il y avait le cortège présidentiel qui passait, je crois que c'était Jean-Claude Duvalier, je crois. Et alors là, il nous a surpris en train de, comme si, je ne sais pas, il y en a peut-être qui en plus ont dû applaudir. Oh là 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 là, voilà, Franck nous a bien remis à notre place. Il faut rappeler qu'à l'époque, Franck Étienne était directeur d'une école au Bel-Air. C'est ça, il possédait une école au Bel-Air. Et moi, je ne le savais pas, j'allais apprendre plus tard que pratiquement la moitié des élèves ne payaient pas
voilà, c'est dans ces conditions que beaucoup, dont moi, ont réussi à passer leur bac. Parce que, bon, quand je suis arrivée chez Franck, je crois en 3e, quelque chose comme ça, et là, bien sûr, mon père payait l'école. Donc jusque-là, il n'y a aucun souci. Après, je crois qu'en seconde aussi, il a payé. Mais après, voilà, bon, il y a eu un cafouillage, un truc. Ce n'est pas qu'il n'avait pas d'argent, mais bon, voilà. Je pense qu'ils ont estimé que je savais assez comme ça, comme avait dit une personne, je crois. Et donc, il a décidé que ma scolarité allait s'arrêter. Bon, et il m'a dit d'apprendre un métier. À l'époque, à Haïti, il y avait l'école Pigier. Bon, je lui ai dit, bon, ok, je vais apprendre la dactylo. Et on avait 3 mois de vacances, et pendant les 3 mois, j'ai appris la dactylo. J'ai même eu le diplôme quelques temps après. Et à la rentrée scolaire, je crois que c'était septembre, juillet, août, septembre, ouais, c'était en octobre. Et j'ai téléphoné à Franck, enfin, monsieur Étienne, hein, bien sûr, personne ne disait Franck. et j'ai ah, Cadostin, mais qu'est-ce qui se passe? On ne vous voit pas à l'école, qu'il m'a dit. J'ai dit, ah, mais vous savez, les choses sont difficiles, mais c'est pour l'argent, alors je vous donne une demi-bourse tout de suite, qu'il m'a dit. Vous payez la moitié. Oh, j'ai dit, vous savez, même pour 5 centimes, personne ne paiera. Eh bien, Cadostin, vous venez sans payer. Voilà, c'est comme ça que j'ai pu continuer, passer le bac, etc. Donc vous avez passé le bac chez Franck Étienne vraiment sans payer l'école? Mais sans payer, oui, sans payer. En plus, bon, tout ça, c'était une année assez compliquée, où je mangeais chez les voisins. Enfin, bon, bref, c'était une année assez compliquée dans la famille. Donc, effectivement, à partir de ce moment-là, il y a eu comment dire, vous êtes resté, comment dire, en contact, et c'est devenu un ami par la suite. Ah oui, tout à fait. Bon, après, on s'est un peu perdu de vue, puisque, bon, j'étais jeune, après, je suis partie en France, enfin, bon, bref. Et oui, quelques années plus tard, on s'est retrouvés, oui, Franck Étienne. D'ailleurs, les dernières années, quand il venait à Paris, il venait chez moi, donc il logeait chez moi, d'ailleurs avec son épouse aussi, quand elle était là. Je lui faisais la nourriture, il adorait ma nourriture très simple. Je l'accompagnais partout, à l'UNESCO, quand il avait des représentations, des choses à voir, des gens à voir. Et d'ailleurs, je me souviens, quelqu'un, à un moment, m'a dit ah, votre papa donc, pensant que Franck était mon père, en fait, c'était à l'UNESCO. Bon, parce que c'est vrai qu'il commençait à prendre de l'âge et les gens se rendent par compte, ils le maintiennent dans des échanges, mais au bout d'un moment, les gens doivent aller aux toilettes. Et donc, j'allais le chercher pour dire, bon, voilà, etc. Oui, on avait une très, très, très bonne relation. Et puis, on a continué comme ça. Enfin, surtout, c'est sa femme après qui a repris nos échanges, parce que Franck, il ne parlait pas beaucoup au téléphone. C'est sa femme qui gérait toutes ces questions de téléphone, d'échange, d'Internet, etc. Et en fait, je dis pour ceux qui ne le savent pas, effectivement, vous habitez à Paris et quand on va chez vous, il y a un énorme tableau de Franck Étienne, effectivement. Et moi, quand je l'ai vu, j'étais surpris. Et vous nous avez raconté, je crois que c'est l'un des rares. Le seul. Okay. C'est le seul tableau que Franck a peint à l'étranger. Et je me souviens, il a dit « Ah, mais ce mur est vide. C'est pas possible. Il va pas rester comme ça, ce mur. Bon, mais je vais vous faire un tableau. » Et le voilà parti avec mon mari, acheter les cadres, les peintures, etc., etc. Et c'était... Et là, il a peint sur place? Ah oui, il a peint sur place et il se baissait comme ça. Bon, le pauvre, après il avait très, très mal au dos parce que c'est pas vraiment fait pour ça, de se baisser aussi longtemps, etc. Donc, nous, on garde ça avec beaucoup de souvenirs, Et ce tableau, il l'a nommé Les flamboyances du piège. C'est le titre du tableau. Alors, effectivement, Gana Cadostin, il faut aussi aborder cette question parce que vous êtes, en fait, ça fait combien de temps que vous vivez en France à peu près? 45 ans. 45 ans.
Mais est-ce que depuis toutes ces années, vous êtes retourné en Haïti souvent? Surtout au début, bon, je pense de façon nostalgique, etc. Et puis bon, petit à petit, j'ai eu des enfants en France, 2 enfants. Alors ça devenait un petit peu difficile parce que financièrement, ma foi, faut assurer ici, etc. Et puis quand j'aurais pu à visiter Haïti beaucoup plus souvent, etc., ben, les choses se sont gâtées beaucoup dans le pays. Et donc tout le monde a peur d'y aller. On peut dire en 45 ans, ouais, j'ai dû retourner, pas 1, 2, ouais, peut-être 7 fois, 8 fois à Haïti. Mais ça vous manque? Alors, moi j'ai l'impression, pas du tout. Pas du tout. Enfin là maintenant, hein, pas du tout. Mais j'ai des moments où je suis tellement prise dans cette idée de retourner à Haïti. Alors j'appelle 2, 3 amis qui essaient de me calmer parce que je suis complètement enragée, obsessionnelle avec mon idée. Ah, je veux retourner à Haïti, j'appelle 2 copines, mais calme-toi, on kidnappe les gens, qu'est-ce que tu vas faire? Oui, oui, je vais retourner. Mais... Bon, bref, voilà. Mais sinon, non, le reste du temps, j'oublie Haïti, c'est difficile de dire ça. Mais je veux dire, voilà, j'en fais pas une affaire. Et puis, mais par moments, ouais, ça me prend comme... C'est comme des crises que vous avez par intermittence. C'est ça. Alors, est-ce que aujourd'hui encore, en fait, d'après vous, qu'est-ce qui vous relie encore à ce pays? Parce que, en fait, après 45 ans, on va dire, on peut penser que vous êtes complètement intégré dans votre... dans votre lieu de résidence actuel, à savoir Paris, la France. Ouais. Qu'est-ce que vous relie encore à Haïti? Eh bien, beaucoup de choses. Déjà, moi-même, je suis reliée à Haïti. Alors oui, vous nous expliquez que, en fait, en marge de cet entretien, l'expérience que vous avez la première fois que vous avez pris l'avion, c'était assez compliqué. Alors racontez-nous. Alors, en Haïti, de 78 à 80, j'ai travaillé chez les Sœurs Salésiennes à Port-au-Prince même, en tant que prof de français. Et à la fin de l'année 1980, nous étions au mois de juin, et la mère supérieure m'a dit « On ne peut plus vous garder parce que vous êtes trop proche des élèves ». On m'a reproché d'être trop proche des élèves, mais ce n'est pas de ma faute si, à la récréation, des gosses qui n'ont pas mangé le matin viennent me voir pour que je leur donne quelques centimes pour aller s'acheter quelque chose. Donc voilà, ça m'a valu d'être exclue de l'école. Et j'étais dégoûtée et je me suis dit « Ah non, moi c'est fini, je quitte ce pays de façon... il n'y a rien pour moi. » Et j'ai décidé ça au mois de juillet. Et en août, j'allais partir. Et j'avais pas un rond parce que les petits sous que je gagnais à l'école, je m'occupais de ma mère, enfin de la petite famille. Et donc ma mère, elle s'est débrouillée, elle a emprunté partout où elle pouvait. Enfin. Et j'ai fait la connaissance d'une dame qui s'occupait des voyages. Et donc on s'est donné rendez-vous, telle date, d'apporter l'argent pour partir. Ok, donc j'arrive à l'aéroport. J'avais déjà le billet, elle m'a dit, est-ce que vous avez, je sais pas, 500 $ sur vous? J'ai dit non, j'ai pas d'argent. Mais pour partir où? Mais pour venir en France, à Paris. Donc c'était à l'époque, mais il fallait quand même, il n'y a pas que le billet. Il n'y a pas que le billet, il fallait que j'ai de l'argent de poche, puisque j'allais dans un pays étranger. On n'arrive pas comme ça sans rien. D'accord. Mais à l'époque aussi, vous nous disiez que vous... Il n'y avait pas besoin de visa pour venir en France. Ouais, et oui. C'était en quelle année? 1980. Je suis arrivée en août 1980 et 3 mois plus tard, ils allaient instaurer le système du visa, mais avant non. Hein. Ah, vous êtes arrivé en France 3 mois avant l'instauration du système de visa pour Haïtiens? Oui. Donc avant ça, les Haïtiens pouvaient venir en France Oui, open bar. Et la dame m'a dit, est-ce que vous avez les 500 $? L'argent de poche. Je lui ai dit non. Elle m'a dit, ah non, c'est pas possible, vous ne pouvez pas partir, revenez dans une semaine quand vous aurez l'argent. Bon, je savais que ma mère avait déjà fait le tour des personnes. Bon, j'avais 20 ans. Hein, et ma mère... donc, je savais que j'allais pas avoir plus d'argent et tout ça.
Et du coup, au bout d'une semaine, je suis retournée. Et la dame m'a dit, est-ce que vous avez l'argent? J'ai dit oui. Mais elle ne m'a pas demandé à avoir l'argent. Donc c'est comme ça que je suis partie. Je suis quand même montée dans l'avion. Ah oui, c'est-à-dire qu'elle pensait qu'il fallait combien comme argent de poche? Je sais pas, pour se payer quelques nuits d'hôtel, enfin je sais pas, enfin, pour vivre un peu le temps de voir, oui, comme $500 par exemple. Ou bon, peut-être à l'époque, je sais pas si c'était autant, mais oui. Donc vous n'aviez pas l'argent et vous... Ah mais j'avais rien, je crois que j'avais $50. Et en passant à la douane, je sais pas pour quelle raison, on m'en a pris 30. Il m'en restait 20. À la douane de Port-au-Prince? Oui, oui, il m'en restait 20. Et ben, je suis montée dans l'avion. Mais en fait, j'étais à peu près assez confiante parce que moi, ce que j'ai retenu d'Haïti, de la vie, enfin, de la vie que j'ai eue, des échanges, des entraides, des aides beaucoup de gens m'ont donné beaucoup d'aides. Et d'ailleurs, c'est ce que je dis, ce que je suis aujourd'hui, je le dois à tellement de gens. Moi, je peux pas me permettre d'être égoïste. Je suis mariée à un homme blanc qui est né avec ses parents, qui avait des moyens, il lui faisait... Et c'est vrai que lui, il voyait tout ça de mauvais œil, que j'aide, machin. Bon, je lui dis pas, parce que je suis indépendante financièrement. Mais quand même, il comprenait pas. Mais j'ai dit, j'ai pas été élevée comme toi. Toi, tu ne dois rien à personne. Moi, si. Donc, c'est tout. Voilà, ça se discute pas. Et c'est vrai que je savais qu'en montant dans l'avion que j'allais croiser des Haïtiens, et je savais que j'allais pas être seule avec ma situation. Parce qu'à l'époque, c'était ça. Quand on avait un problème pour croiser un Haïtien, on savait qu'on n'était plus tout seul. Parce que l'autre, tout de suite, se saisit de la chose. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai raconté vite fait mon histoire à une dame qui était assise à côté de moi, que je n'avais jamais vue de ma vie. Mais ça, c'est pas le problème. Et elle, oh là là, elle a pris ça, fait tes causes, elle a raconté à tout le monde, et tout le monde a fait la quête. Et à la fin, j'avais plein de sous. Ah oui, dans l'avion? Mais oui, c'est ça, cette histoire que je... Ah, c'est incroyable, ça. Mais oui, c'est incroyable. Oui, tout à fait. Est-ce que écrire, c'est pas une façon pour vous de retourner en Haïti? Ben, naturellement, parce que je passe beaucoup de moments, beaucoup d'heures avec Haïti, avec les souvenirs, avec tous ces gens que j'ai connus, et avec l'âme de l'Artibonite. Parce que je ne sais pas si j'écris sur Haïti, mais spécifiquement sur l'Artibonite, où là, c'est vraiment le lieu du vaudou, et ça, c'est très fort, le vaudou dans la pratique paysanne. C'est très fort parce que ces personnes, c'est une force pour elles, c'est une force pour nous tous, c'est une force parce que, imaginez-vous dans un environnement où il n'y a pas de dispensaire, il n'y a rien de médical, etc., à part les feuilles médicinales qui courent le long des maisons, eh bien, on a besoin de protection et le vaudou répond très bien, en tout cas mentalement, pour tenir. Après, on ne sait pas le lendemain, ça c'est une autre affaire. Mais oui, bien sûr, je suis en Haïti et je suis surtout dans l'Artibonite. Et j'aime l'Artibonite, Guéraud particulièrement, et la Petite Rivière. C'est ça, oui. Et d'ailleurs, quand je passe un long moment sans écrire, ça m'arrive, hein, d'ailleurs là, ça fait un moment, il faudrait que je m'y remette dans le 3e roman, et je sens bien qu'il y a quelque chose qui me manque. Je sens bien que je commence à me vider. Il faut vite aller prendre le souffle de Guéraud. Quand j'ai publié Laisse folie courir, ce premier roman, très haïtien, enfin que haïtien, il y a quelqu'un qui m'a dit « Mais c'est pas possible, ça fait tellement longtemps que tu es en France, comment tu as pu conserver ces créoles rec, comme ces créoles natifs natales, créoles pays comme on dit, comment tu as pu conserver ça quelque part, enfin, dans ta tête ?» Oui, Haïti est toujours là. Et puis Haïti, on ne peut pas oublier Haïti parce qu'on se déplace avec Haïti. Moi, dès que j'ouvre la bouche, on sait que je viens d'Haïti. Et puis j'ai des références haïtiennes. Toutes mes références, en fait, pratiquement toutes mes références sont haïtiennes. Quand on me dit « Ah, mais de qui tu t'es inspiré pour écrire Laisse folie courir ?» Alors j'ai dit les femmes de Guéraud. Vous voyez, je n'ai pas d'autre réponse. Mon mari disait il dit que quand j'écris
chaque fois que je n'écris pas à partir de Guéraud ou de la petite rivière de l'Artibonite, en tout cas à partir de ce coin-là ou à partir des personnages de ce coin-là, enfin même s'ils vont ailleurs, je peux les capter à Montréal ou à Paris, mais toujours il s'agit de gens de ce coin-là. Il dit que mon propos n'a plus rien à voir. J'ai une émotion, quelque chose d'incontrôlable, c'est-à-dire c'est comme si je suis possédée à un moment. Quand j'écris quand j'écris quelque chose. D'ailleurs, je ne prends pas tellement de risques puisque je continue à rester dans ce coin parce que c'est ça mon inspiration. Je ferme les yeux et je suis à Guéraud et c'est fini, je pars. Ah. Ouais. Est-ce que vous avez cette impression aussi on va dire, de chérir ces souvenirs d'enfance, de cet Haïti que vous connaissiez, au lieu on va dire, de vous ouvrir à la réalité d'aujourd'hui? Il y a quelques années, je suis allée en Haïti et dans mon village, etc., à Petite Rivière de l'Artibonite, et je me suis dit, oh là là, comme j'étais en train d'écrire Laisse folie courir, et je me suis dit, oh, si la réalité est tellement différente, bon ben, ce que je raconte, ça n'a plus lieu d'être, etc. Même si je parle d'un temps vraiment bien avant. Ben non, moi j'ai constaté que j'avais encore ces références. Bon, bien sûr, les choses ont beaucoup changé, hein, naturellement. Mais l'essence même des choses est restée là. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que, est-ce que c'est pas une façon de se réfugier aussi, de ne pas, on va dire, regarder la réalité en face, c'est-à-dire que de chérir ses souvenirs en disant, cet Haïti-là, c'est ce que je préfère me réfugier dans cet Haïti vraiment de mon enfance où il faisait bon vivre au lieu de regarder la déchéance d'aujourd'hui. Bon, déjà, je pense que plus spécifiquement, moi je chéris tous ces morts, mes vieilles tantes, enfin les aïeux, enfin ceux que j'ai connus, c'est vraiment... C'est pas particulièrement Haïti en tant que pays, c'est vraiment toute ma famille dans le village. Oui, je suis vraiment navrée de la situation d'Haïti, de cette déchéance, hein, c'est le mot, c'est juste horrible. Même si Haïti, heureusement, continue la vie, il y a beaucoup d'artistes, beaucoup de gens qui font beaucoup de choses, et il y a des villes qui se maintiennent très bien au milieu de tout ça. Je pense au Cap-Haïtien notamment, ou même à Jacmel, où encore il y a une vie, et pas mal d'endroits. Je pense que c'est surtout à Port-au-Prince et dans les environs, où c'est même plus une vie, c'est une barbarie, puis bon, c'est la politique et c'est horrible. Enfin, ces êtres humains qui sont dans ces massacres, c'est comme si les gens ne sont plus ce qu'on a connu. Enfin, ce que j'ai connu, c'est-à-dire cette espèce de camaraderie simple. Mais non, c'est pas possible parce qu'aujourd'hui, on est au milieu de gangs, de gens qui kidnappent, qui tuent, qui envoient quelqu'un dans le feu ou Mais même jusque dans mon village, il y a ces problèmes. J'ai plusieurs cousins cadostins qui récemment ont été tués. À Guéraud? Oui. Wow. Donc, la raison pour laquelle aujourd'hui, je n'irai pas en Haïti, parce que si je vais en Haïti, donc au Cap, je ne pourrai pas aller dans mon village. Et ça, c'est pas possible. C'est vraiment m'ajouter une bonne couche de tristesse. Donc, je n'y vais pas. D'après vous, qu'est-ce qui peut changer les choses? Est-ce que vous pensez que, comme vous le faites, écrire, ou comme d'autres, peindre ou faire des sculptures et tout ça, est-ce que vous pensez que ça peut participer à... De quelque façon, ça participe, mais oui, ça participe. Par exemple, quand les jeunes voient qu'il y a des écrivains, des gens qui continuent d'écrire, qui continuent de peindre, qui continuent de faire de la sculpture et toute autre forme d'art, ça donne du courage. Mais ce n'est pas suffisant. Il
il faut d'autres choses encore. C'est bien de faire ça, c'est bien parce que quelque part, on supporte, on porte un peu Haïti, on essaie de relever un peu quelque chose, parce que quand on parle d'Haïti, souvent dans la plupart des pays, on montre Haïti, on ne voit que cette déchéance-là, mais c'est bien aussi quand on va voir dans un musée des artistes haïtiens ou ailleurs, des expos, on se dit, il se passe quelque chose, tout n'est pas mort, enfin voilà, il y a encore des gens qui, malgré tout, essaient de faire. Moi, je trouve que ceux qui sont encore dans le pays et qui font cela sont encore 1 million de fois plus, donnent encore plus de force à la chose, parce que nous, on est loin, on va dire qu'on n'est pas impacté individuellement, enfin, c'est plus facile pour nous, on est à Paris, on peint ou on écrit, enfin, ce sont des situations idéales, je dirais, par rapport à des gens en Haïti. Je sais que les Haïtiens, d'une façon générale, ce sont des gens, d'ailleurs on l'entend, hein, la diaspora envoie énormément d'argent en Haïti pour aider le pays, enfin, moi y compris, je ne sais pas le nombre de fois que j'ai cotisé pour qu'on relâche quelqu'un qui a été kidnappé, mais c'est quelqu'un que je ne connais pas, on dit c'est une cousine, ok, pas de problème, donc je participe. Bon, voilà. Nous, en quelque sorte, on nous pique des sous aussi. Hein. C'est ça, ben oui, donc je participe, il y a un tel qui est machin, enfin bon. La jeune fille qui est kidnappée, l'autre, la femme des cousins. Mais c'est tout le temps, en fait. Tout le temps, on doit sortir quelque chose. Moi, je préférerais que ça serve à autre chose, comme pour se nourrir ou aller à l'école. Mais ça aussi, j'aide beaucoup des enfants que je ne connais pas du tout, que je ne tiens même pas à approcher. J'ai beaucoup donné à Haïti dans ce sens. Et maintenant, je veux quand même continuer à aider, mais voilà, sans être plus que ça impliqué, parce que voilà, moi aussi, je me fatigue. Avec les années. Hein. Voilà. En tout cas, pour l'instant, vous vous portez très, très bien. Alors, je rappelle tout simplement que Gerda Kadostin est aussi romancière. Elle publie un premier roman qui s'appelle Laisse folie courir, publié chez Mémoire d'Encrier. Et aussi, elle a un autre ouvrage en préparation qui sortira bientôt, comme elle vient de nous l'annoncer. C'est un scoop. Voilà, donc merci Gerda d'être venue nous parler un peu de votre parcours et aussi de foi chrétienne, d'Haïti et tout ça. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot. Eh bien, un dernier mot, c'est de tenir, hein, c'est ce qu'on entend depuis que je suis toute petite. Kembe fort, donc ça veut dire tenez bon, tenez bon. Je pense que ce sera toujours d'actualité tant qu'on est dans cette vie, mais encore plus pour des personnes qui vivent à Haïti. C'est tenez bon, Kembe fort. Voilà, il n'y a pas mieux pour un dernier mot. Merci.